Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et comme chaque dimanche matin, c'est le moment où on parle économie, on parle entreprise, on parle acteurs de ceux qui parfois peuvent vous aider avec votre argent. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Maxime. Quel plaisir de vous retrouver au programme d'Oser entreprendre ce matin. Eh bien Maxime, comment une enseigne de discount née dans le Lot-et-Garonne est devenue un réflexe shopping pour des millions de Français avant de sombrer dans les difficultés. Je vous raconte l'histoire de Jiffy et comment un enfant de la guerre, arrivé en France sans rien, est devenu entrepreneur, investisseur et figure incontournable de l'innovation et de la transmission. Nous sommes avec Jean-Michel Caram qui vient nous parler de son livre La réussite est en vous aux éditions Michel Lafon. Et pourquoi malgré un fort attrait pour l'immobilier, l'épargne sécurisée, les Français hésitent encore à investir dans les startups alors que l'avenir économique se joue aussi là-dessus. On en parle avec Alexandre Lacharme, notre consultant entrepreneurial. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Mon cher Thomas, aujourd'hui on s'intéresse à une enseigne que tout le monde connaît, mais sans forcément connaître son histoire. C'est la fameuse enseigne Jiffy. C'est une marque française qui est devenue, incontournable dès qu'on essaye de faire des achats un peu malins. Racontez-nous comment tout ça a commencé. Maxime, tout commence à Villeneuve-sur-Lot en 1981. Philippe Ginestet ouvre son premier magasin sous le nom de Jiffy, le vrai soldeur. L'idée est simple mais redoutablement efficace. Proposer des produits pour la maison et la famille à petit prix. Ce premier magasin va vite faire des petits portés par un concept novateur et une obsession, celle du bon rapport qualité-prix. En moins de 20 ans, l'enseigne passe le cap des 100 magasins. Et ce qu'il faut dire, c'est que par la suite, Jiffy n'a cessé de grandir. Absolument. En 2002, la marque entame son expansion internationale, crée une centrale d'achat en Asie dès 2007 et dépasse les 600 magasins en 2019. Jiffy devient même actionnaire du groupe belge Trafic en 2016. Elle a réussi à évoluer sans trahir son ADN d'origine, un discounter malin, proche des familles et qui propose une offre aussi large que maligne. Maison, déco, loisirs, fêtes, il y a de tout pour tout le monde et pour toutes les générations. Mais la machine s'est enrayée. Oui, et elle fait face à une baisse de fréquentation de ces magasins, d'une pression sur les marges, d'une concurrence accrue, notamment par les plateformes commerciales et des enseignes étrangères. Du coup, l'enseigne a annoncé la cession de 32 magasins en France qui seront repris et transformés par grands frais courant de cette année 2026. Rappelons qu'en janvier 2025, un plan de soutien bancaire avait été obtenu avec effacement partiel de la dette, 470 millions d'euros quand même, injection de capitaux frais, environ 200 millions d'euros, avec entrée au capital de la société par les banques pour 40%, accompagné évidemment du retrait de son fondateur Philippe Ginestet. La fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère pour Jiffy. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Thomas, nous sommes avec Jean-Michel Caram, qui est entrepreneur et investisseur, mais également juré dans l'émission très regardée Qui veut être mon associé sur la chaîne M6, mais auteur également d'un livre, La réussite est en vous, et c'est aux éditions Michel Lafon. Bonjour Jean-Michel Caram. Bonjour Thomas. Alors je montre à la caméra pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou sur toutes les plateformes quand vous pourrez revoir cette émission en différé. C'est le livre que vous venez de sortir effectivement aux éditions Michel Lafon. Je vais vous citer Jean-Michel Caram pour commencer notre échange de ce matin. Des images me hantent. Elles me réveillent la nuit, encore aujourd'hui, elles sont gravées telles des cicatrices dans mon esprit. Lorsque je ferme les yeux, je revois l'horreur, j'entends les cris, je me souviens de rien, sauf de cette nuit-là. La guerre au Liban a éclaté 2 ans avant, et vous avez presque 8 ans, lors de cette fameuse nuit du 16 mars 1977. Pour nos auditrices, pour nos auditeurs, que s'est-il passé cette nuit-là ? En fait, j'habitais un village dans le mont Liban qui était... au Liban, les religions sont assez présentes dans la vie sociale et politique même. C'était un village qui est partagé par les chrétiens et les Druzes. Le leader des Druzes s'appelait Kamal Jumblat. Il est tué par le régime d'Assad syrien sur un barrage. Et les Syriens préparent un petit groupuscule de gens druzes en disant que c'est les chrétiens qui ont tué Kamal Jumblat et les Druzes. Et ce groupe-là, des Druzes, part à la vengeance de leur leader, attaque des villages sans défense et tue en une seule nuit 177 personnes jusqu'à
les sages des Druzes arrêtent le massacre dans la nuit. Et puis, c'était la fin et mon début fracassant dans la guerre du Liban. D'une vie d'insouciance, ça devient une vie de réalité. Je vais faire un saut dans le temps. Nous sommes le 10 juillet 1990. J'ai 20 ans et je vous cite toujours, et pour la première fois de ma vie, je pose le pied sur le sol français. Jusqu'alors, je n'avais jamais quitté mes parents, je n'avais jamais pris l'avion. Arrivé à Paris, je dormais à même le sol. Nous étions entassés à plusieurs dans l'appartement minuscule de mon frère Georges, dans le 15e arrondissement. J'étais l'immigré, l'exilé, le déraciné, l'enfant de la guerre. Que retenez-vous de ces premiers pas en France ? Je devais quitter le Liban, parce que ça devenait dangereux. Et il n'y avait pas de porte de sortie multiples. Il y avait le port de Jounier, qui était dans notre région, mais qui était pilonné. Et il y avait l'aéroport de Beyrouth, mais qui se trouvait dans le camp syrien. Et quand je dis syrien, c'est le régime de Assad. Hein. Absolument. Et donc, mes parents trouvent une idée un peu bizarre, c'est que je dois décoller de l'aéroport de Beyrouth, qui est sous le contrôle syrien, mais en me faisant passer dans un bus qui est celui de la compagnie aérienne, la Middle East Airlines, qui normalement n'est jamais arrêté sur les barrages. Mais ce jour-là, ça a été arrêté 4 fois. J'ai échappé à la mort plusieurs fois parce que le nom Karam au Liban, c'est une famille qui est grande, qui a participé à la guerre. Et donc, Jean Karam, il doit y en avoir au Liban une vingtaine. Donc, et certainement, il y a Jean Karam dans les registres. Oui. Et certainement, il était demandé par le régime syrien. Donc, malgré tout, ma chance qui m'a toujours accompagné, m'accompagne ce jour-là. Et je me rappelle très très bien de cette date, quand l'avion a finalement atterri à l'aéroport d'Orly. Je descends sur l'escalier de l'avion, il faisait très chaud, presque 31 degrés, et il y a un peu de vent qui vient frapper mon visage en bas de l'avion, et je respire très très fort, et je dis, ça y est, t'es sauvé, ta nouvelle vie commence. Et puis, j'étais très heureux, mais en même temps... Triste d'avoir laissé votre famille derrière vous. Triste de laisser ma famille, et dans l'incertitude totale de ce qui va m'arriver dans ce nouveau pays. Et vous allez devenir un vrai bosseur, pardon de la trivialité du propos, vous allez faire de grandes études, vous allez devenir ingénieur, chercheur au CNRS, et en 1997, vous allez créer votre première entreprise, Manscaped, spécialisée dans les microsystèmes électromécaniques. Bon, une ascension fulgurante, une introduction en bourse à peine 31 ans. Hein, vous avez pris le risque de créer votre entreprise, et ça intéresse nos auditrices et nos auditeurs ce dimanche matin. Vous pesez à l'époque 116 millions d'euros. Mais les difficultés arrivent. C'est la vie d'entrepreneur, on va dire. Oui, la vie d'entrepreneur, en fait, même jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les réussites que j'ai fait, on zoome toujours sur des endroits qui sont des endroits de grâce et de magie. Mais en fait, la réalité, la vie d'un entrepreneur, c'est des problèmes à gérer tout le temps. Et moi, j'ai la chance d'avoir une courbe ascendante. Mais si on zoome sur cette courbe, il y a toujours des oscillations qui sont à chaque fois que j'ai posé un genou à terre. Et voilà, les difficultés pour moi arrivent en 2002, sans aucune expérience de difficulté, parce que j'étais un golden boy avant, donc j'étais un entrepreneur très énergique. Et vous le dites, Jean-Michel Karam, dans votre livre, que j'invite vraiment nos auditrices et auditeurs à lire. Je l'ai lu d'une traite, c'est passionnant. Vous dites effectivement que vous avez beaucoup de chance jusqu'à ce jour-là. Oui, en fait, même ce jour-là, j'ai eu de la chance, parce que... C'est vrai aussi. Parce qu'en réalité, vraiment, j'ai une chance qui m'a accompagné, qui devient presque bizarre, tellement je suis chanceux, parce que c'était une très grosse difficulté, mais le Jean-Michel Karam d'aujourd'hui a été formé entre 2002 et 2008. C'est là où j'ai tout appris. Et une angoisse, parce que vous avez une angoisse quand même, celle de mourir
Pas de mourir ou de vieillir. Ouais. Parce que c'est toujours difficile de faire la part des choses entre les deux. Ouais. Et du coup, vous allez décider de créer Yoma puis Yeva Group en 2020. Votre défi, créer le Netflix de la beauté. Alors c'est bien parce que c'est toujours pratique de bien préciser les choses. Comme ça, tout le monde voit bien. Le Netflix de la beauté, c'est clair. Oui, c'est très simple. Ce que je veux, c'est pas vendre un produit ou un service. Je veux avoir une relation avec mes clients, ils paient un abonnement et je m'occupe de la beauté. Tout ce qu'ils en ont besoin. Faites une erreur par jour, mais jamais la même. C'est un de vos principes, ça. C'est une des choses que je dis à mes équipes. C'est un conseil que vous donnez aux entrepreneurs qui nous écoutent. En fait, ce qu'il faut, c'est simple. On a le droit de faire des erreurs. Ouais. Il faut en faire. Et vous l'appliquez aussi? Oui, je l'applique, oui. Moi, je suis intolérant envers moi-même, très peu tolérant envers moi-même. Quand je fais une bêtise, ça me mange le ventre. Autant Karam, ça veut bien dire générosité. Ouais. C'est bien, vous êtes bien renseigné, Thomas. Non, c'est vrai, mais il faut toujours apprendre de ses erreurs. Les gens qui cherchent à jeter la raison de leur échec sur d'autres gens. Moi, j'ai rencontré beaucoup dans ma vie des gens, dans mes entreprises, qui à chaque fois, ils font une erreur, etc., cherchent un coupable. C'est jamais eux le coupable. Et à partir du moment où vous cherchez des coupables, vous apprenez pas, vous restez stagné. Alors que si vous admettez que c'est vous qui avez fait l'erreur et qui ne fait pas d'erreur, vous la ferez pas une deuxième fois et vous grandissez. Selon notre confrère du Revenu, il a estimé votre fortune personnelle à 50 millions d'euros. Parlons un peu chiffres. Vous confirmez? Au moins. Au moins. Non, en fait, c'est très facile de l'estimer à minima parce que j'ai des parts dans ma société cotée, j'ai des parts dans Yeva Group. On peut estimer la valeur de Yeva Group, la valeur de Memscap est connue. J'ai Skill, mes investissements dans plein de boîtes. C'est un plancher, 50 millions. C'est un instant, en fait. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut que ça soit valorisé. Il suffit que votre action en bourse fasse plus 30, vous montez, et que fasse moins 10, vous descendez. Vous avez connu. Mais j'ai pas dit mon dernier mot et je mourrai milliardaire. Jean-Michel Karam, un de nos anciens invités d'Oser Entreprendre, qui a partagé avec vous les fauteuils de Qui veut être mon associé lors de la saison précédente, a souhaité vous laisser un message. À qui? Vous allez écouter. Il va vous parler dans un instant. Il a enregistré juste avant l'émission parce qu'il savait que vous veniez avec nous ce matin. Bonjour cher Jean-Michel, c'est ton ami Julian Jacob. Et aujourd'hui, j'ai une petite question pour toi. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui chaque jour te pousse à devenir un meilleur entrepreneur? Alors qu'est-ce que vous répondez à Julian Jacob? Julian, j'étais chez lui hier soir. Il a bien gardé le secret, hein? Ouais. Il a super bien gardé le secret. Je l'ai quitté à 2h30 du matin. C'est un type que je suis très content d'avoir fait Qui veut être mon associé parce que j'ai rencontré ce type dans la saison. Et vous avez investi ensemble? Ouais, on a investi ensemble. On est devenus très amis. C'est un type qui est très pur, très généreux. Et alors, qu'est-ce qui m'anime tous les jours? Moi, je prends la vie comme un jeu. Je ne pense pas à l'argent. En fait. Pour moi, l'argent, c'est une mesure du succès. Ça veut dire que si j'ai fait 100 millions, c'est bien. Si je fais 1 milliard, c'est mieux, etc. Mais je joue. Et le jour où j'arrête de jouer, je mourrai. Pour moi, moi, j'ai pas peur de la mort. Elle m'a effleuré beaucoup de fois. Je peux mourir à n'importe moment, je suis prêt. Mon testament a été fait à 27 ans. Donc, pour moi, la mort... Parce que vous savez d'où vous venez. Oui, et puis la mort, ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est vieillir, c'est s'effacer, c'est perdre sa dignité. C'est ça qui me fait vraiment... Et c'est tout ce qui justifie mon action dans le monde de la beauté. Dans le monde de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est mon jeu, c'est ma table de poker. Je joue dedans, je suis heureux de le faire. Je suis heureux de créer des belles choses. Je suis heureux de construire. J'ai le rêve de faire de Yeva Group aujourd'hui une mastodonte internationale qui emploie plein de gens, qui fait des choses hyper innovantes, etc. Et c'est ça qui m'anime tous les matins. Je pense jamais que je vais gagner tant d'argent. En réalité, l'argent, je pense jamais. J'ai été élevé par ma mère qui me disait, je répète toujours cette phrase, qui me disait « Ne cours jamais derrière l'argent, il court plus vite que toi.
cours à faire des grandes choses. L'argent est une conséquence. C'est quelque chose que j'ai enseigné à mes enfants et que je pratique. Et d'ailleurs, vous le dites dans votre ouvrage, parce que vous dites, entre l'argent et l'honneur, je choisirai toujours l'honneur. Je viens d'une région où l'on préfère mourir debout que vivre à genoux. Très belle formule. Je suis un combattant du bien. C'est bien ça? Tout à fait. Exactement. Merci à vous, Jean-Michel Caram. Merci Thomas. Merci pour tout ce que vous avez dit sur le livre. Et puis on me dit aussi que vous êtes un fou de bonne gastronomie, donc un homme de goût. Merci beaucoup Jean-Michel Caram d'être passé du côté d'Oser Entreprendre. Et je rappelle que vous êtes entrepreneur, investisseur aussi, mais l'auteur, et c'est la raison de votre venue ici, notamment de ce livre, La réussite est en vous, et c'est à retrouver aux éditions Michel Lafon. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, pour clore cette première parenthèse économique en ce dimanche matin, nous sommes avec Alexandre Lacharme, entrepreneur, business angel et consultant entrepreneurial pour Oser Entreprendre. Et vous allez avec lui nous parler de la relation, on va dire particulière, qu'entretiennent les Français avec l'investissement dans les startups. Oui, puis ça va donner un prolongement à notre échange avec Jean-Michel Caram, qui considère que les Français, dans son ouvrage d'ailleurs, se plaignent beaucoup, ils vivent au paradis, ils ne s'en rendent pas compte. Vous confirmez, Jean-Michel Caram? Exactement. Voilà. Alors on entend beaucoup, Alexandre, parler de start-up, mais quand on regarde les chiffres, les Français investissent encore très peu dans ce type d'actifs, préférant l'immobilier ou l'épargne sécurisée. Comment vous expliquez ce paradoxe? Eh bien, c'est vrai, Thomas. C'est le résultat d'une triple barrière. D'abord, une barrière culturelle. En France, l'échec fait peur. Investir dans une start-up, c'est accepter d'échouer. Et ça, culturellement, on le vit très mal. Ensuite, une barrière financière. Beaucoup de Français pensent que l'investissement en start-up est réservé aux riches ou aux initiés, alors que ce n'est plus forcément vrai aujourd'hui. Et enfin, un manque de compréhension. On ne sait pas comment ça fonctionne, donc on n'y va pas. Donc ce n'est pas un manque d'argent, mais ça serait plutôt une question de méfiance. Tout à fait, méfiance et méconnaissance également. Selon le baromètre de l'épargne et de l'investissement 2025 publié par l'autorité des marchés financiers, 4 Français sur 10 ne détiennent aucun produit d'investissement financier et seulement 34% se déclarent intéressés par un investissement en actions. Ça illustre, Thomas, une forte préférence pour l'épargne sécurisée au détriment de placements plus risqués comme les startups. Et pourtant, dans d'autres pays, Alexandre, les particuliers investissent beaucoup plus dans les startups. Eh bien oui, mais aux États-Unis et au Royaume-Uni, par exemple, investir dans une start-up, c'est un acte moins atypique que chez nous, culturellement valorisé et encouragé par une fiscalité incitative. Oui. En France, l'évangélisation du sujet progresse grâce à des émissions grand public qui démocratisent à juste titre le sujet. Mais il nous faudra encore quelques années pour que les réticences culturelles s'amenuisent. Merci Alexandre. Merci. Et merci beaucoup Thomas, on se retrouve dans un instant pour Oser Investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.